Donc après cette première journée effectivement très enrichissante qui nous aura permis d'évoquer l'impact des GHT sur les parcours professionnels et sur le parcours patient, nous allons maintenant au cours de cette seconde journée avec nos intervenants examiner l'impact potentiel, souhaitable et souhaité des GHT sur l'innovation, sur l'évolution managériale de nos établissements, avec effectivement cette promesse de renouvellement et de ressourcement de nos pratiques. Et pour cela, je vais passer la parole à trois grands témoins qui vont rythmer cette matinée d'échange avec nous. Tout d'abord, Anne-Marie Armentera de Saxé, qui est présidente de la commission de certification des établissements de santé au sein de la HAS et ancienne directrice générale de l'offre de soins, d'organisation des soins, pardon. Puis ensuite, Mireille Faugère, conseiller maître à la Cour des comptes et ancienne directrice générale de l'assistance publique aux hôpitaux de Paris. Et puis, oserais-je dire, le régional de l'étape, qu'on ne présentera que très brièvement, le professeur Gilles Berru, chef du pôle de gérontologie clinique au sein du CHU de Nantes et aussi père fondateur du Gérontopôle Autonomie et Longévité de la région des Pays de la Loire. Donc je remercie vivement ces trois grands témoins pour leur participation ce matin et l'honneur qu'ils nous font. Et je vais sans plus tarder appeler à la tribune Anne-Marie Armentera de Saxé pour sa présentation. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous et de pouvoir partager avec vous ce petit moment de congrès régional. Lorsque Philippe Sudreau m'a demandé si je voulais bien venir partager avec vous quelques messages, il m'a dit la notion c'est est-ce que les groupements hospitaliers territoires peuvent être un outil pour accompagner la révolution médicale qui s'annonce et donc tournant autour de la médicalisation des groupements hospitaliers de territoire. Il se trouve que dès cet été, le Collège de la Haute Autorité de Santé a adopté des orientations pour faire évoluer la certification. Et le premier objectif de cette évolution de la certification, c'est la médicalisation de la certification. Qu'est-ce que ça veut dire, la médicalisation de la certification? Ça veut dire mettre au centre de la certification, donc de l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins, les résultats pour le patient dans une prise en charge de justes soins, donc dans un parcours au bon moment pour le bon patient avec les bonnes prises en charge. Et immédiatement, on voit bien que les sujets, en tout cas les questionnements, sont identiques. Le deuxième objectif de la certification, c'est sa simplification. Simplification pour que le travail sur l'évaluation de la qualité et de la sécurité des soins soit approprié par les équipes, préparé par les équipes médico-soignantes, médico-techniques, et ne soit pas l'apanage d'un expert en tableau Excel d'indicateurs qualité. Et puis, le troisième objectif, c'est l'adaptation au groupement hospitalier de territoire. Qu'est-ce qu'on va certifier dans un groupement hospitalier de territoire? Eh bien, le titre de votre matinée, c'est-à-dire pas seulement sur les innovations thérapeutiques organisationnelles, mais ce qu'on va chercher, et on va travailler avec vous là-dessus, ce qu'on va chercher à évaluer dans un groupement hospitalier de territoire, c'est justement la façon dont l'organisation du groupement hospitalier de territoire s'est projetée pour prendre en compte les besoins de prise en charge des patients. Alors on est bien dans les mêmes sujets et vous avez raison avec ce flash sur les innovations, parce que ce sont bien les ruptures et les évolutions qui constituent autant de défis qui viennent interpeller les organisations et les pratiques, et c'est pas en sens inverse que ça marche. C'est pas parce qu'il y a des nouveautés réglementaires et des évolutions réglementaires qu'il faut s'interroger sur les évolutions organisationnelles et les innovations. Ce virage compte à prendre les groupements hospitaliers de territoire. Il est
rendu absolument nécessaire et indispensable parce que l'histoire de constitution et d'organisation de la prise en charge des soins dans notre pays nous a légué un merveilleux outil, mais nous a laissé un outil qui est plus fait pour la médecine curative, qui est organisé en silos entre la ville, entre l'hôpital, entre les différentes catégories des établissements, entre les métiers, avec beaucoup d'accent mis sur la spécialisation, l'hyperspécialisation. Et ce système est organisé avec une préférence au financement qui privilégie le volume au lieu de privilégier la coordination, le parcours et l'organisation plurielle. Ce que cette histoire nous a légué, c'est également, et y compris dans l'histoire proche, un système dans lequel l'accumulation des réformes, des réglementations, des organisations, des réorganisations pourrait constituer une forêt qui cache un arbre de malaise, de perte de repères, de perte de sens, parce que dans toutes ces innovations, la notion de l'unité géographique, de l'unité de l'équipe, elle a été un peu désagrégée dans le bon sens des choses, mais cela contribue à perdre ses repères et à nourrir du malaise avec la perte de sens. De ce point de vue, ce sont donc bien ces évolutions qui viennent nous percuter et qui nous demandent d'adapter le système. Alors, le fait est que la transition épidémiologique, vous connaissez ça par cœur, et les tensions sociodémographiques que nous connaissons chez les professionnels de santé, qu'ils soient en ville ou qu'ils soient dans les établissements, font surgir deux choses. D'un côté, des besoins de coordination, des besoins de mixité d'intervention, des besoins d'organisation des parcours avec une offre qui est plurielle. C'est derrière nous ce débat. L'offre de soins et médico-sociale, elle est plurielle entre les acteurs, elle est plurielle dans le temps et elle est plurielle dans l'espace. Et et de l'autre, notamment les tensions socio-démographiques font naître ou nourrissent en tout cas des inégalités d'accès aux soins, des pertes de chance dans l'entrée dans le processus et la filière de soins, alors que d'ores et déjà, la médecine d'hier, la médecine d'aujourd'hui, et je ne parle pas de celle de demain, devrait permettre de pouvoir retarder la maladie et donc passer d'une médecine strictement curative à une médecine qui intègre les activités de prévention comme le cœur de la prise en charge. Guérir la maladie, bien sûr, quand c'est possible, le moins longtemps possible à l'institution. Le virage ambulatoire, il est quasiment derrière nous et derrière vous. Et lorsque la maladie ne peut pas se guérir, parce que la maladie, elle est chronique, elle est multi-maladie, eh bien, c'est pouvoir être maintenu dans un niveau d'insertion sociale et de réhabilitation le plus important possible. Aujourd'hui, nous devrions déjà avoir les moyens, les organisations pour pouvoir proposer à tous nos concitoyens une médecine préventive et personnalisée, sachant que se développent déjà les outils de la médecine prédictive et de cet enjeu qui émerge à l'échelle internationale, dont vous entendrez beaucoup la Haute Autorité de Santé parler, qui est la médecine participative. Ces 4 P qui embarquent de très nombreux enjeux interrogent la valeur du système en santé. Pas la valeur du volume de soins, mais la valeur telle que le système le sort en termes de résultats pour le patient et en termes d'utilité sur un territoire de toutes les organisations qui participent à l'offre. Et donc, ces organisations, et tout particulièrement les groupements hospitaliers territoires, ont besoin de réactivité, d'agilité, d'ouverture, parce que nous savons que l'approche territoriale s'est progressivement imposée comme concept, comme notion, comme le bon
maillage pour faire les diagnostics, le bon maillage pour coordonner et combiner les actions des différentes structures de soins. Mais l'enjeu d'actualité, c'est que l'approche territoriale, c'est le bon maillage pour renforcer le service rendu aux patients et le rendre plus lisible dans une approche territoriale graduée entre la ville, les établissements de santé, entre les différentes catégories des établissements de santé et des établissements médico-sociaux, jusqu'au domicile, qui est un des pieds les plus importants de cette organisation du territoire. Et nous voilà donc au cœur du sujet, le G comme le G du groupe, le T comme bien sûr le T du territoire, le G parce que ensemble on est plus fort, mais parce que tout seul, on ne peut pas contribuer à graduer l'offre de soins. Et le T, parce que, je le disais, c'est la bonne maille, mais c'est la bonne maille aussi parce que c'est la maille d'un territoire. Chaque diagnostic est différent et chaque diagnostic de sa population et de la composition de l'offre dans le territoire est tout à fait différente. Graduer parce que, avec les silos, on ne peut pas concevoir la coordination avec les acteurs du territoire, qu'ils soient en ville, qu'ils soient les acteurs du domicile, les acteurs des institutions médico-sociales. Et si on n'organise pas aujourd'hui cette gradation, la production des soins va se poursuivre ou de la prise en charge médico-sociale en silo, elle n'atteindra pas sa cible d'utilité et de résultat pour le patient et nous pourrions continuer à être dans un système de non-qualité qui mettrait en danger certaines structures, car la pérennité des structures, aujourd'hui, on le sait, c'est tout à la fois un mixte entre, certes, des évolutions de financement qui pourront arriver, mais c'est également avec la mixité de l'utilité de la structure sur son territoire. Graduer, c'est plusieurs notions et je n'ai pas de casquette différente entre celle de celle qui a contribué à mettre en place les groupements hospitaliers de territoire en France il y a encore quelques mois et la membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Graduer, c'est le résultat de la prise en charge pour le patient, c'est graduer pour les personnes âgées, c'est gradué en chirurgie, c'est gradué en imagerie, gradué pour les soins critiques. Et cela suppose très précisément de rentrer dans les détails, et vous le savez, vous sortez de vos projets médicaux partagés, de passer des bonnes intentions à la déclinaison des objectifs cliniques sur le territoire. Qu'est-ce que la coordination, la mutualisation, qu'est-ce que le G va pouvoir permettre comme atteinte d'objectifs, par exemple, pour réduire les hospitalisations en urgence des personnes âgées qui sont dans les EHPAD, pour améliorer l'accès aux soins des handicaps des instituts médico-sociaux. Et petite parenthèse, la Haute Autorité de Santé est en train de publier, de sortir, c'est maintenant public, un guide sur la prise en charge, l'accès et la prise en charge des personnes handicapées dans les établissements. La bataille à ne pas perdre, bien évidemment, dans ce cadre-là, pour la coordination, c'est la bataille des systèmes d'information, à ne pas perdre. On pourrait être un peu plus en disant à ne pas reperdre ou à ne pas continuer à perdre. La bataille des systèmes d'information, c'est une bataille entre vous, pour la mutualisation, pour la lisibilité. Les équipes territoriales ne pourront pas avoir les éléments de constitution si elles n'ont pas un minimum de socle commun et de pratiques qui se retrouvent dans des logiciels métiers. Mais la bataille des systèmes d'information sur le territoire, c'est également pas à pas la conquête des échanges de partage d'informations avec les autres acteurs. Graduer, c'est aussi positionner les structures dans le bon maillage territorial. Nous voyons à la Haute Autorité de Santé, et je le vois moi, dans la certification des établissements de santé, la spirale infernale des établissements qui, courant après un équilibre financier,
courant après une activité qui n'est pas l'activité de l'utilité sociale, telle que la répartition de l'offre dans le territoire rendrait la plus spontanée, la plus intuitive. Et nous voyons ces établissements se perdre dans des courses infernales à l'organisation des astreintes, à l'organisation des gardes, avec des pertes de qualité. Et c'est pour ça que lorsque j'interviens devant vous ce matin sur cette obligation d'organiser la gradation des soins dans le territoire entre établissements de santé publique, groupements hospitaliers de territoire, mais bien sûr avec les autres acteurs, je le fais également avec cette casquette de présidente de la commission de certification. En se projetant sur le territoire, on peut gagner la bataille du paradoxe entre nécessité de la proximité et nécessité de l'organisation du recours et des masses critiques pour avoir le recours. Ce paradoxe, il est permanent, il est ancien, il est simplement acutisé aujourd'hui par la volonté, l'exigence sociétale et celle des élus d'avoir une offre de proximité et la nécessité de ne pas tout faire au même endroit et de l'impossibilité de tout faire en qualité et en sécurité au bon endroit. La projection du groupement hospitalier territoire, c'est une chance extraordinaire pour les établissements publics. C'est celle qui peut permettre de maintenir l'accès aux soins, de maintenir l'entrée de la filière, de satisfaire ce besoin de proximité, mais de pouvoir traiter plus loin, en qualité et en sécurité. Plus précisément peut-être, nous avons des interactions entre trois phénomènes. Les tensions de la démographie médicale en ville et dans les institutions, qu'elles soient sanitaires ou médico-sociales. Et quand je dis les tensions de la démographie médicale, ça va des tensions issues des réformes sur la formation et des premières difficultés à rentrer dans une cohérence de filière jusqu'à la désaffection d'un certain nombre de métiers. Donc, les interactions entre ces tensions, les interactions avec les innovations organisationnelles que vous allez pouvoir intégrer en développant les pratiques avancées, mais développer les pratiques avancées, ça suppose d'être plusieurs. On ne développe pas les pratiques avancées avec une petite équipe ou, a fortiori, avec un seul représentant d'un seul métier. Et attention à ne pas rater là aussi la révolution des compétences et le développement de la e-santé. Vous y reviendrez largement tout à l'heure. Ces trois notions, ces trois mouvements créent en fait deux tendances qui vont s'affirmer dans les prochaines années et il faut pouvoir surfer sur ces tendances pour ne pas les subir. Pour les diagnostics in vitro, in vivo, pour les thérapeutiques sophistiquées, celle d'un regroupement, d'une massification des équipes et des plateaux techniques, mais il est indispensable que dans le même temps, il y ait à côté le développement des fast-track, le développement des consultations avancées, le développement des traitements au domicile qui suppose le changement des organisations. On ne surveille pas, on n'organise pas la chimiothérapie orale à domicile comme on l'organisait avec les mêmes métiers et les mêmes fonctions que quand elle était à l'hôpital de jour, de façon, la miniaturisation, et donc bien sûr le développement de la télémédecine et des partage d'informations, préparation des diagnostics. Et ce sont ces organisations qui vont s'ordonner dans la construction de la trajectoire de santé et de la coordination des acteurs. Intégrer les innovations, ça suppose obligatoirement en passer par des innovations organisationnelles et vous le savez et vous en avez déjà parlé, de très nombreuses rencontres et universités d'été se sont penchées sur ce sujet.
Les fonctions de gradation, les fonctions de pilotage, ce sont la préparation à l'intégration des innovations thérapeutiques, des innovations organisationnelles au service de la qualité. Et c'est ça aussi, et je vais terminer là-dessus, qui nous permet d'être prêts et déjà à posturer sur ces évolutions sociétales qui demandent plus de transparence, plus d'exigence sur le niveau de sécurité des soins, plus d'exigence sur le travail en collectif et le sens de l'équipe. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de hasard sur le fait que la Haute Autorité de Santé travaille avec l'ANACT, avec la DGOS, sur le lien entre qualité des soins, qualité de vie au travail. Et cet enjeu aujourd'hui du GHT, et cet enjeu qui est l'enjeu majeur qui émerge beaucoup en termes de travaux, y compris scientifiques, à l'échelle internationale, c'est celui de la place du patient dans le partenariat. La place non seulement comme usager représentant de la démocratie sanitaire, mais sa place comme patient et sa place y compris, et vous allez le voir venir, le voir arriver de la Haute Autorité de Santé, mais pas que. Il y a de très nombreux groupes de médecins en France qui commencent à publier sur le sujet. Un patient partenaire et acteur, c'est un patient qui est mieux dans sa conciliation médicamenteuse, qui est mieux dans sa prise en charge parce qu'il en a pesé un certain nombre d'aspects et d'impacts pour sa vie. Et c'est aussi un patient qui peut contribuer à évaluer la qualité et la sécurité des soins. Lorsqu'on n'a pas d'indicateur de résultat, on peut prendre l'avis du patient pour savoir s'il a eu mal, s'il a eu des infections nosocomiales, s'il est rapidement rentré chez lui et s'il est pris en charge dans un sens de parcours et de coordination. J'attire votre attention sur le fait que ces objectifs sont des objectifs politiques de groupe. Ils ne se délèguent pas. La construction médicalisée des filières de soins dans un objectif de pouvoir mesurer l'amélioration du service rendu aux patients, ça n'est pas une affaire de techniciens. Je pourrais vous dire, avec les groupements hospitaliers territoires, mutualisez vos équipes qualité-sécurité. Bien évidemment, vous allez le faire ou vous êtes en train de le faire, mais ça n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est la déclinaison clinique, la coordination clinique qui permet l'amélioration de la prise en charge des patients sur le territoire. Et c'est comme ça que nous avons envie de travailler sur l'évolution de la certification. C'était ce message que je voulais vous délivrer ou en tout cas partager avec vous ce matin. Merci.